Bonjour à tous. La deuxième table ronde aujourd'hui concerne la France et l'Union européenne vers un régime totalitaire. Avant de répondre à cette question, même si ici nous sommes enclins, voire persuadés que tel est bien le cas, il est important de définir la différence entre le totalitarisme et l'autoritarisme. Le totalitarisme a été défini et théorisé grosso modo depuis les années 20, entre les années 20 et les années 30, avec quelques personnes telles que Giovanni Amendola en 1923, Gentile qui a théorisé le totalitarisme avec Mussolini, en passant par Carl Schmitt dans son bouquin Un État fédéral en 1930, Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, publié en 1951, et Simone Weil, avec un W et non pas un V, dès les années 30. Donc ce système a bien été défini et théorisé. Pour nous expliquer où nous en sommes sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Maesto. Bonjour. Journaliste, chef d'entreprise. Malheureusement, nous devions avoir Nicolas Stocker et ce matin, sa femme a été hospitalisée d'urgence. Donc, nous souhaitons à son épouse un prompt rétablissement. Alors, sur la première question, Didier, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le totalitarisme et un régime totalitaire? Alors déjà, je voudrais très brièvement rebondir sur ce qui vient d'être dit, qui me paraît intéressant. Ce que Laurent a dit, il a utilisé un mot qui est nous sommes diffractés, la diffraction de la lumière. Et je pense que c'est ce qui nous arrive. Comme chacun sait, la lumière, c'est ondulatoire et c'est corpusculaire. Et comment faire pour être à la fois dans le côté charnel de la France, parce que ce n'est pas une construction simplement intellectuelle de l'ingénierie sociale, comme ça a été dit, et faire en sorte que, un peu comme quand on fait de la moto, la machine soit le prolongement de notre cerveau, comme tous les athlètes de haut niveau, les perchistes, etc. Il ne faut plus penser l'outil. Si on pense l'outil, c'est qu'on a un problème. Et donc, puisqu'on réfléchit sur notre identité, sur notre rapport à nous-mêmes et sur notre rapport au pays, c'est qu'on a un problème. Si on parle d'identité, c'est qu'on cherche notre identité. Et si on parle de souveraineté, c'est qu'on n'est plus souverain. Donc ça, c'est le premier point. Alors, comment on voit qu'on est dans un environnement totalitaire? Eh bien, c'est qu'on n'a plus aucun levier d'action et que, effectivement, nous sommes passés, il y a quelque chose de, je suis assez d'accord avec le propos introductif, nous sommes dans une révolution qui vient de débuter, qui est sans doute la plus importante de l'humanité. C'est Michel Serres qui parlait de révolution anthropologique, mais c'est une révolution anthropologique majeure, je pense, avec le numérique. Avec le numérique, nous sommes dans le métavers, dans le métalangage, dans le métamonde. Les frontières entre la réalité et le fantasme, c'est de plus en plus flou. Il y a les deepfakes et on se demande même si M. Macron, ce n'est pas un deepfake. Bon. Sauf que, oui, sauf que quand on va dans la rue et qu'on se refrotte au monde réel, ce n'est pas un deepfake parce qu'on en ressort avec un œil en moins, quoi, souvent. Et on est mutilé, il y a des gens qui ont été emprisonnés parce qu'ils avaient un t-shirt ou un pull jaune. Et donc, le premier point, c'est effectivement ce monde numérique dans lequel on veut mettre des règles qui vont aller dans notre intimité, dans notre cerveau. On nous dit ce qu'il faut penser. C'est-à-dire maintenant, il y a un délit, même un crime, de penser. On ne sait même plus ce qu'on dit. Il y a des gens qui ont été condamnés pour ça. C'est l'intentionnalité de ce qu'on pourrait dire ou faire. Ça, pour moi, c'est l'absolu totalitarisme. C'est-à-dire, on ne va pas condamner ce qui est, mais ce qui pourrait être. Et en face de ce qui pourrait être, il y a tout un monde qui nous explique ce qu'on devrait être. Et on n'est ni l'un ni l'autre, puisqu'on est nous-mêmes, même si on est un peu paumé. Et ce qu'on devrait être, c'est des Français. Ça se caractérise assez facilement.
il suffit d'être un peu à l'étranger. Si on a le poil qui se hérisse et la larme à l'œil quand on entend la Marseillaise, on est français, quoi. Hein. Et c'est des choses basiques. Hein. Quand on a besoin, c'est comme un peu devant la liberté guidant le peuple de la Croix. Bon, si on vibre pas à ça, si en face on a un Piet Mondrian dont il faut un discours, même si c'est important dans l'histoire de l'art, de 2 heures pour nous expliquer pourquoi c'est important, moi je préfère la liberté guidant le peuple. Quoi. Donc il y a ce côté organique qui est sublimé par l'intelligence, par la tradition, par un État qui n'est pas dirigé contre ses citoyens, mais qui est, comme je le disais pour la perche ou la moto, le prolongement de ses citoyens. C'est-à-dire, c'est pour ça que l'État de droit, il est intangible, il n'est pas intangible, parce que l'État de droit, c'est du cerveau supérieur qui permet du vivre ensemble en fonction de règles communes, basées non pas sur une seule construction intellectuelle dont parlait Laurent, mais basée aussi sur une construction qui est à la fois intellectuelle, organique et historique. Et donc, ce qui est totalitaire, c'est de vouloir détruire tout ça par l'imposition d'un discours qui ne nous parle pas. Moi, j'entends beaucoup les hommes politiques, les femmes politiques nous dire les valeurs européennes. Mais moi, j'aimerais bien mettre au défi qu'on me dise ce qu'est une valeur européenne qui soit, j'allais dire supérieure, mais même pas, qui soit différente ou divergente d'une valeur française. Si on a eu la philosophie des Lumières, si je reprends mon image, ma métaphore du début, liberté, égalité, fraternité sur le fronton de nos mairies, de nos édifices publics, il n'y a rien de plus supérieur que ça. Et donc, une valeur européenne, je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce qu'est une Union européenne, c'est-à-dire la somme d'intérêts particuliers qui ont fait finalement un groupement de gens qui se financent et qui sont globalement mafieux. Voilà, pour moi, c'est ça l'Union européenne. Il n'y a pas de valeur européenne. Ça n'existe pas. L'Europe, ça n'existe pas. Et moi, dans mes veines, coule du sang italien, principalement. C'est pour ça que ça nous permet de sortir de l'identité, c'est la conception française de la nation. Et il y a, quand on parle de cette conception française de Renan, par exemple, souvent on commet une erreur en disant ah, mais il y a des gens qui disent, hein, comme on dit les droits tardés, c'est les Français de souche. Mais ça n'a rien à voir avec ça. La souche, elle est où la souche? Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on a intégré presque, je vais être un peu caricatural, mais presque ontologiquement, presque dans sa biologie, une certaine façon d'être qui fait qu'on est complètement français en étant complètement, en n'ayant pas une goutte de sang français. Ouais. Une volonté de vivre ensemble. C'est quand même une volonté et une conscience de vivre ensemble. Et ça, c'est ça qu'on n'a pas perdu. Hein. Je pense qu'on n'a pas perdu, mais on a des discours alternatifs. Et pour moi, le totalitarisme premier, il est là. C'est-à-dire tout ce qu'on ressent dans nos tripes, dans notre cœur et dans notre âme, quand on est en France ou à l'étranger, il y a toujours un type qui arrive qui nous explique que c'est pas ça, que c'est complotiste, que c'est conspirationniste, que c'est ci, que c'est fasciste, que c'est... Eh ben, va te faire foutre. Moi, c'est ce que je pense, parce que c'est ce que je suis. Je le dis un peu de manière triviale, mais on ne nous retirera pas qui on est. Et regardez même, si on parlait des Popov tout à l'heure, regardez 80 ans de communisme n'ont pas terminé, n'ont pas fini la notion que vous allez en Russie, il y a une église tous les 100 mètres, c'est les plus belles églises du monde pour moi. Bon, ils ne sont pas venus à bout de ça, parce que l'âme du peuple, il y a eu un discours alternatif qui a duré ce qu'il a duré, par la violence, hein, qui s'est imposé par la violence. L'âme d'un peuple, c'est très difficile de la finir, de la terminer, de la nier. Et c'est pour ça, je rebondis, c'est là où se loge le totalitarisme, je rebondis sur ce qui a été dit avant par mes camarades, c'est pour ça qu'ils veulent s'infiltrer dans notre cerveau. C'est pour ça qu'ils veulent nous dire ce qu'il faut écrire. C'est pour ça qu'on a l'écriture inclusive,
qui ne correspond à aucune règle de grammaire. Je veux dire, on ne peut pas apprendre à parler français si on utilise l'écriture inclusive. Une auteure, ben ça correspond à aucune structure de la langue française. Que ensuite, bon ça, on va en discuter. Voilà, j'ai une spécialiste là. Et donc, en fait, c'est très compliqué parce que à un moment, l'État vienne figer des pratiques comme, je sais pas moi, l'Académie en 1640 pour la langue française, il faut que ça corresponde, et ça peut évoluer aussi, mais ça doit évoluer dans un cadre précis qui ne doit pas être contre ce que nous sommes fondamentalement. Donc, pour moi, le totalitarisme, c'est nier la capacité à vivre ensemble en annihilant ce que nous sommes fondamentalement, culturellement, ontologiquement, philosophiquement et j'allais dire charnellement. Pour moi, c'est ça le totalitarisme. Très bien. Est-ce que ce totalitarisme repose notamment ou uniquement sur la privation, de toute liberté, sur l'imposition du fictif sur le réel, ça on peut le mesurer tous les jours, par notamment le remplacement de la vérité par le mensonge. Le mensonge devient la vérité. Alors, on est typiquement, effectivement, dans un renversement orwellien, mais pour que ce renversement orwellien puisse se produire, il faut abandonner toute décence commune, si je reprends le concept. La décence commune, qu'est-ce que c'est? C'est, je sais pas quoi, c'est Antigone face à Créon, quoi. Il y a des lois naturelles qui sont avant les religions, avant les discours, etc., et qui ensuite sont, selon les peuples, arrangées. On cuisine comme si, on met un peu plus de sel, un peu plus de beurre, de l'huile d'olive, on vit plus ou moins longtemps. Il y a une source commune, de toute façon, hein, même quand on fait l'histoire des religions, hein, de l'Inde, bon, on ne va pas faire l'histoire des religions, ce serait trop long, mais il y a une source commune. Il y a des choses qu'on sait, qu'on n'a pas besoin, finalement, qu'on nous répète trop, quoi. Tu ne tueras pas, tu ne tueras point. Bon, je ne vais pas venir à côté, vous tuer, quoi. Parce que je ne l'ai pas appris pourtant. Mais bien sûr, mes parents me l'ont appris. Mais fondamentalement, il y a ça. Alors, est-ce qu'il faut qu'une vérité première ou secondaire soit remplacée par un mensonge total pour ne plus exister? Ben non, justement, c'est là toute la subtilité du système. Toute la subtilité du système, c'est de s'insérer dans notre esprit en prenant 80% de ce qui est juste et en mettant un biais intellectuel, cognitif, culturel, et de retourner ce biais et d'en faire une norme. La norme qui est ainsi édictée, qu'est-ce que c'est qu'une norme? C'est fait pour les idiots, c'est-à-dire c'est pour vous rendre idiot. On fait des normes pour vous empêcher de penser, quoi. Alors après, il y a des normes qui sont supérieures, comme je parlais tout à l'heure du droit, mais ça, le corpus juridique français, il vient de loin, il est subtil, c'est de la sédimentation au fil des siècles même. Napoléon, par exemple, aussi a unifié pas mal de choses sur la question. Bon, il y a un corpus commun. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le bombardement, et ça, l'ère numérique y est pour beaucoup, la surenchère de lois, la diarrhée législative, la logorée, quoi. On fait toujours une loi. On en fait tellement, que ça c'était Sarkozy qui a introduit le premier ça, il a fait beaucoup de mal, Sarkozy. C'est le premier atlantiste assumé, et c'est le premier destructeur de la France. Ça a commencé avec Mitterrand, c'est sûr, mais Sarkozy a pas mal aidé, hein. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. On se rappellera après de 2005 et de 2008, l'atlantisme, réintégrer le commandement intégré de l'OTAN, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il est copain, le visiteur du soir de M. Macron, hein. Bon, voilà. Donc, le deuxième facteur, c'est le bombardement, un peu dans un accélérateur de particules, d'informations, c'est même pas d'informations, d'un flux continu de détails. Il y a des centaines de chaînes de télé,
Est-ce que la promesse de plus d'informations, mieux d'informations, plus de thématiques a été tenue? Pas du tout. Wikipédia, c'est une espèce je dirais, de creuser de tout ça, d'archétype de tout ça, quoi. Je veux dire, chacun vient mettre son mot, etc. À la fin, c'est plus du tout une encyclopédie en ligne, c'est le bal des salopards, quoi. Chacun vient régler son compte, etc. Vous fait une page dégueulasse, voilà. Donc ça, c'est le deuxième facteur, c'est-à-dire le bombardement même pas de... Alors, il y a la vérité relative et le bombardement de flux. On ne sait pas si c'est vrai, pas vrai. Et ça rejoint ce qu'on disait sur les directeurs d'agences bancaires. Il ne faut pas s'habituer, il faut casser tout rapport humain. Et le numérique, c'est ça. C'est-à-dire à un moment, et comment il nous roule? Par le côté ludique. On a tous un iPhone. Quand on veut voyager, mais on met Waze, on paye avec son téléphone. C'est simple, c'est ludique, mais on est fait comme des rats avec ça. On est cuit. Il va y avoir l'euro numérique. J'ai reçu mardi par ma banque sur mon appli, vous voulez faire un voyage? Alertez-nous parce qu'on risque de vous bloquer. On va planifier ensemble le voyage. J'ai halluciné, quoi, je veux dire. Mais tout est comme ça aujourd'hui. Vous êtes géologue. Là, je me suis mis dans un parking souterrain. Je soupçonne les gens. On me dit que c'est pas vrai, mais moi, je vous dis que c'est vrai. Quand vous vous garez n'importe où dans Paris, si vous payez avec votre téléphone, au bout d'une minute, vous êtes verbalisé. C'est pas vrai dans l'histoire dans les probabilités qu'il y ait une bagnole de je ne sais plus quel est l'organisme qui tourne autour, là, qui va vous verbaliser au fin fond de Paris. Moi, ça m'arrive. Au bout de 3 minutes, je suis verbalisé. Donc, on est le produit. On est cuit. Comment se sortir de ça? C'est tout l'enjeu qu'on va devoir faire, qu'on a devant nous et qui n'est pas simple. Hein, qui n'est pas simple. Mais moi, je crois beaucoup à l'humain. Je crois beaucoup, si je reprends ce que disait un peu Laurent aussi, sur les questions, et ce que disait aussi Pierre-Yves, sur les questions un peu plus organiques. La cellule humaine, quoi. Hein, je veux dire, une cellule plus une cellule, on est dans l'ADN, on est dans le complexe. Et moi, je crois qu'il y aura 2 mondes. L'erreur on a fait 2 erreurs, je pense, à nous. C'est de tendre la main à des formations politiques, parce que excès d'optimisme, on a grandi dans l'idée que la République, il faut tendre la main. On était des cons de ce point de vue. On s'est planté, que ce soit au RN, LFI, etc. Ils sont tous d'accord aujourd'hui, vous voyez bien, ils sont à la fois européistes. Les uns sont racialistes, c'était métastable, ils ont basculé du côté racialiste, et les autres sont européistes. Et tous sont un peu européistes, mais le RN est vraiment devenu européiste, à un tel point que c'est caricatural. Hein. Et la caricature des caricatures, parce qu'après, il y a la version dépréciée, c'est Retailleau. Quoi. Je veux dire, Retailleau, 1m12, 30 kilos, hein, le shérif chétif qui bombe son petit torse et qui nous dit la France, et qui parle devant un drapeau européen. Alors là, je veux dire, la supercherie. Moi, je ne monte jamais sur une tribune où il n'y a pas un drapeau tricolore, ou en tout cas où il y a un drapeau européen. Ça, c'est un indice du totalitarisme. Si les gens utilisent l'oxymore souveraineté européenne, l'épithète européen, et parlent devant un drapeau européen, il n'y a rien à discuter avec ces gens-là. Il n'y a rien à en attendre. Ces gens-là, du PS, et maintenant j'y ajoute le RN, et je vais jusqu'à LFI, toutes les formations politiques représentées au Parlement et au Parlement européen sont des ennemis de la France. Il faut se mettre ça dans la tête. Hein. C'est la base. C'est dur à dire, hein, parce que moi j'ai péché par naïveté aussi. J'ai essayé, j'ai fait comme Chevènement, les 2 rives, comme Séguin, on va réunir les 2 rives. Il n'y a pas de 2 rives, il y en a qu'une, et elle prend ses ordres à Bruxelles, c'est-à-dire à Washington. Donc, à partir de là, voilà les enjeux. Donc, pour boucler, il y a 2 mondes parallèles. Il y a un monde mainstream avec ses jeux du cirque, ses JO, ses cérémonies, ses médias, hein, c'est des chiens écrasés, la météo, les juilletistes et les haussiens qui se croisent. Oh, il fait chaud, oh, il pleut, oh là là, la neige, oh, le ski, oh là là, oh, la Plagne est fermée, il a trop neigé. C'est le réchauffement climatique. Il fait froid parce qu'il fait chaud. Il pleut parce que c'est sec.
Bon, il y a ça. Ils ont leurs sportifs, et puis à côté, eh bien, il y a des circuits. Moi, je vis à la campagne. Il y a une liste citoyenne. Mon voisin fait une liste citoyenne. Je l'ai déjà aidé un peu. Je vais essayer de l'aider un peu plus pour les municipales. On a nos sources d'approvisionnement. On va à la ferme. On dépense moins d'argent parce qu'on gère mieux notre budget. On mange des produits meilleurs. Donc, il faut réapprendre. C'est un effort. Moi, c'était pas du tout. On a tous des vies de fous. C'est un effort individuel aussi. C'est-à-dire, quand on fait nos courses, il faut être conscient. Moi, je regarde maintenant tout ce que j'achète. Il y a des produits de pays que je boycotte. Je fais attention. Je dis, ben non, là, j'ai pas envie de nourrir ces gens-là. J'ai pas envie d'aider ces gens-là. Jamais j'aurais fait ça avant. Hein. Donc, ça commence par là. Je pense que on a ce pouvoir-là parce que nous sommes nombreux quand même. Voilà. Donc, c'est un combat qui va être cellulaire presque, j'allais dire. C'est comment. Et je pense que notre enjeu, c'est de partir de l'infiniment petit pour arriver à l'infiniment grand, ce qui est la même chose en réalité, d'un point de vue de la science. Hein, quand on regarde au microscope ou quand on regarde les étoiles, c'est un peu la même chose. Mais comment on fait pour additionner? Eh bien, il faut, je pense, il faut dire quel est le monde dans lequel nous vivons et qui sont nos ennemis, qui nous avons en face, mais ne pas lutter de manière frontale, mais essayer de nous organiser. C'est pour ça que moi, je suis venu bien volontiers ici, que je considère que dans le souverainisme, je n'ai pas d'ennemis. On n'a pas d'ennemis dans le souverainisme. La situation, et je rebondis sur ce qui a été dit avant, est trop grave. On ne peut plus se permettre le luxe de se diviser, de nous diviser. Et j'allais dire, si pour finir, je ne vais pas être trop long, mais d'une certaine manière, on peut récupérer même les militants de LFI, hein, on peut les récupérer aussi. Hein. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes personnes, en fait. Hein. La seule chose, il y a des points d'achoppement qui sont dont on leur a dit que c'était irréconciliable, c'est évidemment le concept d'immigration, le rapport à l'autre. L'immigration, c'est une donnée, quoi, je veux dire. À un moment, la démographie, c'est une donnée aussi. Donc, malheureusement, comme je disais, c'était métastable. Ils ont, avec Mélenchon, basculé du côté racialiste, je l'ai dénoncé il y a quelques jours, contre un discours identitaire, ils font du racialisme à rebours. C'est-à-dire, on remplace un racisme par un autre racisme. Et c'est dans ces travers-là que nous, il ne faut pas tomber. C'est très difficile, parce que quand on parle de souveraineté, on parle d'identité, et quand on parle d'identité, je rebondis sur ce que disait Pierre-Yves, là, pour le coup, on a tendance à se cantonner dans un discours de droite, à raconter l'histoire de la droite entre les deux guerres, et puis avec la collaboration et l'après-collaboration. Et là, on tombe dans des délires, les Français de souche, etc. Je ne le critique pas, chacun pense ce qu'il veut. Je dis simplement que ce n'est pas avec ça qu'on refera nation et qu'on refera société. Parce que ça ne marchera pas, quoi. Après, il faudra, et c'est ça qui compte, la notion de stress minimal, moi j'y crois beaucoup, je ne crois pas non plus aux constructions mentales et intellectuelles, on va faire la révolution sur un coin de table, et puis regardez, c'est la révolution, c'est évidemment des conditions de vie. Tant que les gens ont encore un petit peu le ventre plein, et tout est fait dans cette société pour opposer les uns aux autres. Hein. La religion, la lutte de classe, la lutte de race, maintenant la couleur de peau, etc. Donc, tant que les gens mangeront à leur faim, etc., bah, ça peut mettre un siècle encore à s'écrouler. Hein. L'Empire romain a mis du temps à s'écouler. Hein. Je pense qu'on est sur un temps long. Et notre rôle à nous, c'est, je pense, d'essayer de ne pas trop se dégrader dans la vie politicienne, mais de rester au bon niveau pour qu'on se conscientise tous les uns les autres et qu'on soit au bon niveau de conscience sur le délitement de notre peuple et qu'on réussit à faire vivre cette flamme. J'étais à Moscou il y a peu, on me l'a reproché, mais j'y retournerai du coup. et j'étais étonné par la capacité de ce peuple à avancer. C'est un peuple de bâtisseurs, résilients. Les églises détruites, j'ai vu une église, Saint-Sauveur, je crois que c'était, oui, mais phénoménale. Je dis, mais elle est du quel siècle? Ah ben non, mais ça fait 20 ans qu'on l'a reconstruite. À l'identique. Enfin, je veux dire, voilà, ils savent qui ils sont, etc.
Et je dis ça parce qu'ils ont emmené des icônes chez eux, des tableaux, etc., qui étaient dans les familles. Et quand le communisme est tombé, ils ont tout ramené dans les églises. Et ça a servi à reconstruire le pays. Comme quoi, vous voyez, si Staline et Lénine ne sont pas venus à bout de la Russie, c'est pas Macron et Retailleau qu'on va craindre. Hein. Voilà. Oui. À ce sujet, ils n'ont pas réussi parce qu'ils se sont heurtés à un mur. Ils n'avaient pas anticipé que une idée qui passe d'un individu à un autre, ça, on ne peut pas la détruire. Une idée, on ne peut pas détruire une idée. Si nous, collectivement, individuellement et collectivement, on arrive à avoir la même idée, on est indestructible. On y arrivera. Oui, et puis, comment tombe un mur? Comment tombe un barrage? C'est très simple, vous faites un petit trou dans un barrage. En bas, ça goutte, et puis un jour, ça explose, quoi. C'est pas spectaculaire, on s'en rend pas compte. Donc, il faut qu'on soit capable de faire des petits trous dans les barrages. C'est comme ça que ça marche. Hein. Pour le voyage en Russie, spasiba. Bon, c'est sûr que la situation n'est pas terrible aujourd'hui, mais faisons un peu de prospective. Est-ce que ça peut être pire? Comment peuvent-ils encore décliner cette forme d'autoritarisme, de persécution des peuples? Je pense qu'ils peuvent encore aller plus loin. Qu'en pensez-vous? J'ai coutume de dire que la démocratie française, c'est une cooptation ratifiée par un vote dont le résultat importe peu. Et je ne pensais pas avoir autant raison, hein, parce que du coup, pour le coup, c'était un peu une construction intellectuelle, mais là, c'est devenu tellement évident. Et je m'étais dit, il y a 3-4 ans, j'avais dit publiquement, je dis, mais vous verrez, un jour, ils vont supprimer les élections. Tout le monde m'a dit, bah, qu'est-ce que tu racontes, t'es fou, la démocratie, les valeurs européennes. Ah, ils ont fait plus fort que ça. Ils ne suppriment pas les élections. Et c'est pour ça que je rebondis sur les 80%. Ils les annulent. Oui, oui. Ils disent, le candidat, c'est TikTok, tac, 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 tac. Mais qui peut contrôler ça? Personne. Le totalitarisme, il est là. C'est-à-dire que là, on a, et d'ailleurs ça a été démontré, que tout était faux en plus pour Kalin Georgescu. Tout est faux. D'ailleurs, lui, il veut bien, il essaie de revenir pour ça. Finalement, oui, ça peut être pire, parce que le dernier leg de Thierry Breton, qui a déjà bien fracassé l'économie française, M. Breton qui s'est enrichi personnellement dans des proportions considérables. Hein. Attendez, je ne comprends même pas que les médias puissent encore inviter ce type, qui ne soit pas inquiété par la justice, ou tout le moins questionné. Pourquoi il est gabonais, moi, sénégalais, pardon. Hein. Pour quelles raisons? Bon, je veux dire, quand on voit le mal qu'il a fait chez Atos, il y a quand même un certain, ou avant, un certain nombre, France Télécom, un certain nombre de questions à se poser. Mais le DSA, c'est redoutable. C'est-à-dire que le DSA, vous n'avez pas à le justifier. C'est une manière de s'introduire a priori et donc a posteriori dans le cerveau des gens en disant vous avez mal voté, vous pensez mal et vous avez actionné des plateformes qui contrôlent mal leur flux pour faire élire le diable. Enfin, je veux dire, et il n'y a pas eu, ce qui est gravissime, c'est qu'il n'y a pas eu de protestation en France, en Europe, de la part des pseudo-élites, des journalistes, des hommes politiques, très, 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 très peu. Ça aurait dû être un scandale absolu, quoi. Le fait qu'on puisse bidouiller les élections. Quand Mme van der Leyen est allée en Chine, les Chinois, effectivement, eux qui sont absolument dans l'économie de marché, les Chinois, ils sont supérieurs. Hein. Ils gèrent des comportements. Ils ont compris que c'est avec un tel territoire et une telle densité de population, ils ne pouvaient pas faire du sur-mesure. Bon, donc ils font voilà.
ils gèrent des comportements à leur échelle. Mais j'allais dire Deng Xiaoping. Xi Jinping, il a des gala-out à Madame von der Leyen. Elle est repartie pendant son avion. On dit mais c'est qui, pourquoi, comment elle était accueillie par la sous-secrétaire d'État au tourisme. Enfin bon, voilà. Donc c'est vraiment un fascisme. Cette Union européenne. On se mettra d'accord après. C'est-à-dire après on aura tout le loisir de s'engueuler. Il faut de tous les mots choisir le pire pour le mettre à mal. Ce qui nous empêche d'agir, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'Union européenne. C'est rien d'autre. Il n'y a pas... Moi, quand j'entends tous ces discours faux, alors on va y aller dans l'ordre très rapidement. L'armée, mais il n'y a pas d'armée européenne. Ça fait 75 ans qu'on parle de défense européenne. Vous avez vu une défense européenne? Il n'y a pas. Et quand on veut faire le SCAF, etc., vous avez l'Allemagne et l'Espagne d'ailleurs, qui pilonnent le SCAF. Le SCAF, il ne verra jamais le jour. Et que fait Macron? Ce qui est gravissime. Les gens ne mesurent pas encore. On va donner notre parapluie nucléaire à l'Allemagne, qui a infiniment plus de moyens que nous, qui choisira toujours Washington et qui, au final, choisira toujours l'Allemagne, parce que pour l'Allemagne, il n'y a que l'Allemagne. Il n'y a pas de moteur franco-allemand. Quand vous allez en Allemagne, c'est un mythe franco-français, le moteur franco-allemand. Oui, il y a écrit Mercedes-Benz dessus, hein, le moteur franco-allemand. Et vous avez quelqu'un de la BPI que j'entendais hier qui disait « Non, mais il va falloir faire des efforts, des sacrifices. » Pour le coup, il y a des moments, on perd. C'est-à-dire le type d'un trait d'un seul, il va sur BFM, qui n'est pas une chaîne de télé, comme chacun sait, et qui dit c'est pas grave. Donc on sacrifie tous nos agriculteurs pour faire plaisir à l'industrie allemande qui est en train de faire une armée comme elle avait fait par le passé. C'est-à-dire que nous sommes torpillés. Après avoir torpillé l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a fait le Frexit tout en revenant, parce que maintenant c'est comme si c'était rien passé pour eux. Nous avons contre nous l'Allemagne et l'Italie qui est devenue le 4e pays exportateur au monde, qui est hyper dynamique, etc. On a dit pique-pendre sur Meloni, elle a peut-être pas mal de défauts, mais enfin, par rapport à Macron, c'est plutôt Rolls-Royce et Dacia, moi je dirais, voilà quoi. Et en plus, je dirais que l'arme nucléaire, c'est Todd qui parlait de ça, je suis tout à fait d'accord, il y a un côté intime, c'est tellement grave. Je veux dire, comment on peut déléguer un bouton atomique à une autre nation? Ça n'a aucun sens. Alors que les traités internationaux l'interdisent. Alors que les traités internationaux l'interdisent et que l'Allemagne... Le traité de non-prolifération, voilà, d'une part, déjà, et concernant l'Allemagne, le traité de Moscou de 90. Ne devrait pas pouvoir se réarmer. Donc voilà le monde dans lequel on vit. C'est très compliqué d'avoir une prise sur les événements dans le monde mainstream, parce que finalement, il y a une concentration. Ils ont acheté les médias, ils ont acheté les syndicats. Vous branchez sur une chaîne de télé. Le pire, c'est peut-être aujourd'hui le service public, parce qu'il n'y a pas d'oligarques, mais quand vous voyez la gabegie d'une part, et d'autre part, vous écoutez France Info, je veux dire, c'est la Pravda d'une certaine époque. Mais c'est incroyable, je veux dire, que ce soit sur tous les sujets d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Et il n'y a pas d'opposition. Il y a des oppositions en carton. Alors, vous avez le RN, on va un peu dégrader la conversation pour faire de ici et maintenant, qui nous dit on va changer l'Europe de l'intérieur. Moi, j'ai vu l'Europe beaucoup changer les gens, c'est-à-dire les enrichir, leur donner des mandats, etc. J'ai jamais vu des gens changer l'Europe de l'intérieur. C'est bizarre, plus ils veulent la changer de l'intérieur, plus cette Europe nous bouffe. Voilà, c'est ça. Et puis vous avez à l'autre côté du bout du spectre, LFI, qui nous dit on désobéira au traité. C'est un non-sens politique, juridique, c'est infaisable. Si on désobéit, ça sera encore pire parce qu'on sera mis à l'écart et on aura des amendes colossales. Tout ça, c'est une supercherie. Déjà, rien au niveau de la BCE, ils ferment le robinet, terminé. Voilà, terminé. En 48 heures,
Bank run. Oui, mais maintenant, vous avez la BCE, vous avez quand même le gouverneur de la Banque de France. Hein. Je trouve, lui, je fais un petit trait d'humour parce que je le trouve fantastique. Il est le roi de galop, là, il galope. Il démissionne pour lutter contre le fascisme. C'est beau, hein? Le type, il gagne 360 000 euros par mois. Il a une indemnité par an, pardon. Une indemnité de logement mensuelle, pour le coup, de 6 000 et quelques euros, parce qu'il habite dans ses appartements qui sont assez luxueux dans Paris, et il n'utilise pas son logement de fonction. Donc en 2016, la Banque de France s'est fait voter un truc. Donc, vous comprenez, le président n'utilise pas son logement de fonction, donc il faudrait un avantage en nature. Donnez-lui 6 000 euros, d'accord. On lui donne 6 000 euros par mois. Et le type est en train de démissionner pour lutter contre le RN. Ce qui est vrai, en fait, vous voyez bien, et je bouclerai là-dessus, qu'est-ce que c'est le totalitarisme par rapport à votre première question? C'est dans un pays comme la France, avec un Conseil constitutionnel, qui est notre Cour suprême, des vieilles institutions, hein, magnifique, en vérité, le Conseil constitutionnel, quand on voit son histoire, etc. Il est allé nommer un type Ferrand qui a fait 2 ans d'études. Il a fait un peu à Toulouse, un peu à Paris, un peu d'allemand, un peu de droit. Il n'a même pas eu un DUG, tellement il est nul, il n'a même pas eu un seul diplôme. Il finit président du Conseil constitutionnel. Najat Vallaud-Belkacem, elle nous dit, j'ai passé un concours, il y a 160 candidats, il y a une commission de 6 personnes, ils se réunissent entre eux et disent, c'est toi, génial, merci, 10 000 euros par mois, le plus beau poste statutaire à la Cour des comptes, et pendant ce temps, son mari négocie avec Macron et Le Cornu, et miracle, le gouvernement n'est pas censuré. Et puis, dernier coup en date, Amélie de Montchalin, qui va contrôler un budget qu'elle a elle-même édicté. Je regardais au Conseil d'État, c'est pareil, au Conseil constitutionnel, ça va un peu mieux, mais jusqu'au précédent mandat, vous aviez 40% des gens parmi les sages qui n'étaient pas juristes. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Le totalitarisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, vous nommez des gens, c'est le fait du prince. Vous laissez les gens un petit peu s'agiter et gueuler, et vous continuez. Est-ce qu'on est en cohabitation? On est en cohabitation, normalement. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de quelque chose? Est-ce qu'il y a une opposition qui dit nous sommes en cohabitation? Ils ont tous gouverné avec Macron. Il y a l'article 68, personne n'a voulu le destituer. Et quand les gens veulent le destituer, c'est quand ils sont sûrs que personne n'ira les soutenir. Pareil pour les motions de censure. Une motion de censure, c'est pas du tout gouverner ensemble. C'est censurer une politique avec assez de voix, tout vote est personnel, hein, avec assez de voix pour défaire un gouvernement. En fait, tout le monde est dans ce même système, par ici des escargots, tout le monde en vit contre le peuple. Et donc, le totalitarisme, il n'a pas un visage extrêmement... c'est pas les bottes, c'est pas les treillis, c'est pas le Chili, d'une certaine époque, etc. C'est un totalitarisme mou. Moi, j'avais appelé ça le soft fascisme. En 2017, j'étais à TVL, c'était un mois avant le premier tour. Martial Bill m'avait demandé tous les candidats. On arrive à Macron, je dis s'il est élu, ça sera le soft fascisme. Tout le monde m'était tombé dessus aussi. Hein. Aujourd'hui, ça se constate. Hein. Le soft fascisme. Et le soft fascisme, c'est quoi? C'est aussi les téléphones portables, c'est ludique, c'est sympa, c'est les valeurs européennes. C'est un contre-discours dont on se moque de savoir s'il est intelligent, pertinent, etc. C'est qu'il est suffisamment fédérateur par rapport à une prétendue élite qui pourrait être contre le racisme, qui pourrait être contre l'antisémitisme, qui pourrait être contre les propos haineux. Donc c'est du greenwashing et du fascisme washing, d'une certaine manière, qui est inattaquable d'un point de vue formel, mais qui nous maintient dans le formol, quoi. Donc c'est très compliqué, donc ça ne sert à rien d'être des Don Quichotte, de s'agiter contre quelque chose qu'on ne peut pas. Il faut qu'on soit capable de s'organiser entre nous, et nous sommes le nombre. Je pense qu'aujourd'hui, si on fait un référendum sur l'Union européenne, ils ne le feront jamais. Même si Retailleau gagne, qu'à Dieu ne plaise,
Il fera peut-être plus que 5%. On peut lui souhaiter ça, qu'il soit remboursé. Non, même pas. Moi, j'ai même pas envie qu'il soit remboursé. Je veux dire, voilà, qu'est-ce que ça va faire? On a eu le Pécreston. Comment oui. peut-on le définir? Le Sarcoton, le Pécreston, etc. Et en fait, le problème, il est là aussi, c'est que la politique est devenue un métier. Le métier de ceux qui n'en ont pas. Comment vous voulez que ça s'arrête? Pourquoi vous voulez que les gens soient contre l'Europe? S'ils se financent, si c'est leur... Ils vont passer la branche sur laquelle ils sont assis, ils ne savent rien faire. Ben, ils se retrouvent au chômage, ils vont faire quoi? Ben, s'ils peuvent faire journaliste. S'ils n'y arrivent pas, ils peuvent faire fact-checker. C'est la version la plus dégradée, c'est ça, quoi. Voilà. D'une façon générale, quand on regarde les choses, ce régime autoritaire passe par un biais qui se veut destructeur du droit. C'est devenu un sport national. On viole la Constitution, on viole tous les articles. Au niveau de l'Union européenne, même l'Union européenne arrive parfois à violer ses propres textes. Ça, c'est assez formidable. Donc, le système, déjà, on fout en l'air le droit d'un État, et les droits individuels des citoyens. Et après, on enclenche la machine et allons-y, on est en roue libre. C'est leur droit à eux et non pas le droit des États et des peuples. Oui, mais c'est présenté exactement à l'inverse. Oui, c'est pour notre sécurité. Merci, Laurent. Bah oui, quand on voit... c'est pour ça, en fait, on peut, ce qu'on vient de dire là, on peut le décliner sur tous les sujets. On parlait tout à l'heure du Covid. Bah, le Covid, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on enferme les gens, on les isole, les médecins ne servent plus à rien, et vous avez un croque-mort qui, tous les soirs à 18h, vous fait le compte des morts avec sa mine. Il était bien, Salomon, hein, c'était l'homme de la situation. Ah, et en plus, il avait des problèmes de peau, le pauvre, là, il était là un peu chauve. Ah, il y a encore des morts. On a empêché les médecins de soigner. Moi, à titre personnel, j'ai eu le Covid, je suis allé voir un médecin dans mon village. Le mec m'a soigné, il m'a dit, moi je soigne, et je suis tombé dessus, une chance. Et donc il m'a mis le protocole en route 2 jours après, j'étais sur pied. Je suis allé chercher mes médicaments, le type à la pharmacie m'a dit, t'as qu'à donner. Il m'a insulté devant tout le monde, puis c'est arrivé à un de mes proches. J'ai fait une vidéo, ça m'a coûté 10 000 balles. L'ordre des pharmaciens, c'est du fascisme. C'est du fascisme. Donc, on a enfermé les gens, on les empêche de se soigner et on empêche tout rapport humain. Je veux dire, moi, je n'ai jamais rien respecté pour le confinement, j'ai fait ce que j'ai voulu. Quand j'ai dit, attends, je ne vais pas m'auto-signer une attestation pour aller faire pisser mon chien. Non, mais à un moment, ce n'est pas possible. J'avais sorti mon bouquin à l'époque, je n'ai pas pu faire le salon du livre, c'est le premier truc qu'ils ont interdit. Et j'allais dans les supermarchés en région parisienne, le type m'est tombé dessus, il me dit, il faut suivre la ligne rouge. Ah bon, pourquoi le virus? Ah, il est intelligent, le virus. Oui, si vous suivez la ligne, c'est bon. Et ils ont fermé les marchés à ciel ouvert, ils ont laissé. Mais quand on accepte ça, c'est fini. Mais après, on peut le décliner à toutes les sauces, sur tous les sujets. On parlait des banques tout à l'heure. Enfin, je veux dire, l'absolu de ça, c'est moi je le vois bien dans les petites villes, c'est l'absence de services publics. Il n'y a plus de postes, il n'y a plus de banques, il n'y a plus de services d'impôts, il n'y a plus rien, il y a du numérique. Et quand vous avez, par extraordinaire, un rendez-vous, une demi-journée par semaine, il y a un centre des impôts ouvert, quand quelqu'un, par miracle, vous accueille, vous dit, il faut aller sur Internet, quoi. Bon, d'accord. C'est comme le type qui vous dit, comment je peux vous dépanner? Allez sur votre ordinateur. Et non, j'ai dit, mais justement, j'ai plus d'Internet, quoi. Et on est tous, vous voyez, c'est là où je dis que ça se loge dans des petites choses. On est tous à la même enseigne. Ils nous pompent l'essentiel de notre temps. C'est-à-dire, vous vous retrouvez, il ne faut pas trop réfléchir, parce que moi j'essaie de simplifier ma vie au maximum pour m'échapper de cette toile. C'est-à-dire, à un moment, si vous avez un problème de banque, une opération, vous savez que vous allez y passer la journée, quoi. Le machin du truc, mettez-vous un doigt dans l'oreille, sautez au bord de la cour, débranchez le téléphone. Ah, attendez, vous avez 3 minutes pour récupérer le code. C'est un monde, nous ont fait un monde de fous, quoi.
Et donc, je pense qu'il faut, pour s'extraire de ce monde, il faut recréer de l'humain, faut multiplier ce genre de réunions, et on n'a plus le loisir, on n'a plus le temps de se haïr. Moi, dans cette salle, je peux le dire, hein, moi, je voyais Myriam Palomba, au fond, que je salue. Moi, je suis copain avec tout le monde, et je suis même ami, je veux dire, Dupont-Aignan, je le connais depuis 1993, on était ensemble au RPR, il était directeur des études. Florian Philippot, j'ai la plus grande estime pour lui, il a fait le job pendant le Covid, les Gilets jaunes, etc., qu'aurait dû faire la gauche, Moi, quand je vois des gens de gauche qui me disent « Ouais, t'aimes bien Philippot ?» Parce que moi, bah, je me suis un peu commis avec la gauche. Hein, les mecs, tu te parles à Philippot. Je dis « Mais Philippot, il a fait le job. Pendant que toi, quand je venais, tu me disais « Où est ton masque? T'es vacciné ?» Je ne suis pas vacciné, je n'ai pas de masque et je suis en pleine forme. Je suis moins bon que Djokovic. Voilà, je suis moins bon que Djokovic, mais je ne suis pas comme l'autre, comment il s'appelait, là, le type là, qui était sur BFM, là, le Chypre, qui disait à Djokovic, tu as des problèmes de santé, quoi. Bon, je dis, ouais, regarde, miroir. Donc, voilà, et je veux dire, il y a Jean-Frédéric Poisson qui va venir aussi avec qui. Je veux dire, moi, je suis ami avec tous ces gens à titre personnel, et je dois dire que ce que j'ai entendu tout à l'heure, et je remercie Philippe Murer d'avoir pris cette initiative, hein, ce que j'ai entendu de Pierre-Yves et de Laurent, vous voyez un peu le niveau de conceptualisation, vous n'entendez plus ça dans les médias français. C'est des chiens écrasés, enfin, je veux dire, c'est facho, complotiste. Il n'y a pas d'affaire Epstein en France. Non, Epstein, Poutine, la théorie de la relativité comment Albert Einstein. Vous vous rendez compte quand vous voyez, bon, on a fait une émission sur Toxin en début de semaine, sur il y a pas mal de temps que je bosse là-dessus, plusieurs années, sur le volet français de l'affaire Epstein. Vous vous rendez compte, entre Ariane de Rothschild, Jack Lang et le ministère des Affaires étrangères, avec le ministre là, étrange à toute affaire d'ailleurs, étrange tout court d'ailleurs, hein, monsieur écarquillé là. Bon, bah, c'est quand même des clowns, quoi. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. La Macronie, c'est la revanche des médiocres. C'est les gens passables qui sont rien. Donc Macron, il a été très fort. C'est-à-dire, il a pris des gens qui n'étaient pas grand-chose, pour reprendre son image, qui n'étaient rien plutôt. Il en a fait des petits roitelets. Hein. Et puis, donc finalement, c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'état d'âme, parce que d'abord, ils n'ont pas de culture politique, la plupart. Ils n'ont pas vraiment font pas d'introspection. Ils n'ont pas de qui dans leur bateau. Je crois qu'on peut simplifier, ils n'ont rien du tout. Ouais, voilà, bon. Et donc, malheureusement, comme il y a une sous-classe politique qui est la classe médiatique, parce que ça, c'est, je pense, le principal problème, un politique qui déconne, qui dérive, si la personne pour lui tendre le micro, bah, il dérive dans son coin. Le problème, c'est que les médias français participent de cette dérédiction, cette déliquescence. Moi, j'emploie même le mot de putréfaction. J'en ai parlé cette semaine avec Régis de Castelnau, au sens organique du terme. Je veux dire, c'est même pas un jugement moral. Et lui, il emploie le mot purge, mais lui, c'est un vieux stalinien. Moi, je dis plus spoil system, mais il faudra juger ces gens et les punir sévèrement. Et on ne fera rien avec ces gens. Il faut être conscient de ça. C'est triste à dire, hein. Mais le temps du réformisme mou, il est fini. La social-démocratie, c'est fini. L'européisme, c'est fini. Le réformisme mou, laissons ça à Hollande, à Villepin, à tous ces gens-là, à Retailleau. Ce sont les mêmes personnes. On ne fera rien. Ça fait 50 ans qu'ils sont là. Ils seront là encore pour 10 ans au moins. On ne fera rien avec ces gens. Il faut réinventer. Voilà, j'ai trop parlé déjà. Merci Didier.